l'intérêt, c'est de comprendre ce que c'était qu'un voyage. C'était un voyage de 8 jours, hein, c'était pas une grande expédition. Ce que c'était qu'un voyage au Sahara, avec les composantes. Au début, il y avait de la contemplation, un peu de sport, parce qu'on marche, le partage de la vie avec les Touaregs, un peu de science, un peu d'histoire, un peu de géopolitique. Voilà, c'était beaucoup de choses, des voyages au Sahara. Et vous voyez, donc là, on est en 2009, c'est l'époque où la Mauritanie avait été fermée pendant un moment. Et elle avait été réouverte, et à l'époque encore, bon, bah, les spécialistes comme Sylvain Philippe, là, qu'on a vu, comme Catherine qui était guide, ou comme son mari Hervé, là, qui est au milieu de la salle, qui dirigeait aussi une agence de voyage au Sahara, bon, n'imaginez pas que 5 ou 6 ans plus tard, ben, il n'y aurait plus de tourisme du tout, et que la zone serait totalement fermée, quasiment totalement fermée aux étrangers. Bon, on reviendra sur le sujet. Donc Catherine, ce qu'on a vu là, ça a été ton cadre de vie pendant une vingtaine d'années. 15 ans. 15 ans. 15 ans, oui, tout à fait. Dans des groupes de gens qui voulaient découvrir le désert, ou qui le connaissaient déjà. Moi, j'ai beaucoup accompagné des voyages de ce type, c'est-à-dire randonnées chamelières. Parce que le désert, on peut l'aborder en voiture. Il y a eu de grandes expéditions en 4x4 dans les années 70. Ensuite, des amoureux de la marche ont trouvé le moyen d'organiser des voyages différents. Moi, je les trouve plus intéressants parce qu'on s'immerge complètement dans ce milieu désertique, alors que sinon on fait les grandes traversées. C'est aussi une façon de découvrir, mais c'est différent. Il y a la Méharée aussi, on peut découvrir le Sahara par la Méharée, c'est-à-dire sur le dos d'un chameau. C'est assez rapidement pour nous, c'est fatigant. Surtout qu'on marche beaucoup aussi pendant une mer, on n'est pas toujours sur le chameau. On n'est pas toujours sur le chameau. Mais bon, pour moi, l'idéal, c'est quand même la randonnée chamelière. Donc la randonnée chamelière, on marche, et les chameaux portent les bagages. Alors l'intérêt, c'est qu'on a le plaisir de la marche, on fait 15-20 km par jour. On est dans un silence assourdissant, et ça c'est merveilleux, parce que le silence, on ne l'a pas trop ici, chez nous. On est avec les chameaux, donc cette présence qui est quand même la présence saharienne par excellence, les chameaux, les caravanes, on a comme ça un fil tendu entre l'histoire et le présent. On boit de l'eau qui vient des sources, les gueltas, c'est les vasques d'eau naturelle que les chameliers vont chercher, qui connaissent, qui sont dans des endroits un peu difficiles d'accès souvent, un peu secrets. On a de l'appétit puisqu'on marche. Et on mange bien. Voilà, on mange bien. On passe des soirées formidables au coin du feu, à venir à chanter, à se raconter des choses comme ça. Et on a ces Touaregs qui sont des gens absolument précieux, et on dort bien, puisqu'on est bien fatigué, on a bien marché. Donc c'est le bonheur. Et on dort à la belle étoile. La tradition, quand même, dans les voyages sahariens, c'est on ne sort pas l'étoile. C'est important, oui. Bon, il y a quelques personnes parfois un peu craintives au début qui demandent des tentes. Bon, nous, on n'en avait pas sur nos voyages. Certaines agences en apportaient, bon, voilà. Mais très rapidement, en fait, les gens ils touffent sous la tente et ils sortent parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucun danger. On y va à des périodes où il n'y a pas de danger, on n'y va pas en été parce qu'en été, bon, il peut y avoir des vipères, il fait trop chaud, on aurait besoin de 20 litres d'eau par jour par personne, il faudrait des camions citernes, enfin bon. Et c'est pas agréable, il fait trop chaud, on est obligé de faire une pause entre 11h et 11h du matin et 5h du soir, donc aucun intérêt. Mais l'hiver, on n'a pas besoin de tente, même s'il fait froid, on a un bon duvet. S'il y a le vent de sable, on ferme un peu son sarcophage, et puis on est très bien. Et puis on s'endort avec 1000 étoiles au-dessus de la tête. Alors, on revient peut-être un tout petit peu au livre, il y a à peu près un an. Hein, Catherine nous a envoyé son manuscrit, et on l'a lu, on l'a trouvé original à 2 titres. D'une part parce que, à la fois Catherine, vous verrez, le texte est construit en fait presque une sorte de ce qu'on appellerait au cinéma un montage parallèle entre l'histoire d'un guide, Abdou, et puis ce qui devient, mais ça on en parlera tout à l'heure, un migrant, voilà, qui devient un migrant d'ailleurs, voilà, et dont on suit un peu le parcours, et en même temps ses souvenirs de quand il voyageait avec des touristes. Et c'est ce contraste aussi qui est intéressant. Et dans une deuxième partie, Catherine analyse, là on abordera aussi un tout petit peu tout à l'heure, les raisons de cette situation actuelle. Pourquoi
pourquoi le Sahara aujourd'hui est déserté des touristes. Et bon, on essaiera peut-être de faire un petit résumé et de simplification, mais c'est une situation finalement assez complexe. Alors pour nous mettre un peu dans l'esprit, on a sélectionné quelques petits textes, à commencer par celui sur les touristes, qui me présente les touristes. Alors c'est assez... il y en a un passage que j'aime bien, je sais plus si c'est celui-là, qui présente les touristes, on en parlera après. Avec la langue, parfois parce que c'est après, je crois, c'est ici. Un petit peu sur les touristes. Donc Moussa, le guide, m'a raconté qu'une fois pendant la sieste, une femme s'était presque entièrement déshabillée sur son rocher, au milieu de tout le monde, et s'était mise à cuire au soleil, direct. 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre. Comme la taguela c'est le plat traditionnel des Touaregs, dans la braise. Elle avait dit aux autres, oui, vous savez, j'ai une soirée en rentrant, il faut que j'ai les épaules comme des marrons glacés. Pour tout vous dire, c'est un peu pour ça que je suis venu. Mon visage, je suis d'une frivolité. C'est fou, non? Et c'est quoi la frivolité? C'est le guide qui parle, c'est Abdou qui parle. Mais il y a aussi les koufars qui viennent. Alors les koufars, c'est le nom qu'ils donnent aux touristes. Mais c'est les étrangers. Les étrangers, ouais, pardon, les étrangers en général. Et c'est amical, hein, c'est pas moqueur. Mais il y a aussi les koufars qui viennent depuis longtemps, depuis avant le tourisme. Pourquoi ils ont été attirés par le désert et pourquoi ils l'ont aimé? Ça reste un mystère pour moi. Beaucoup étaient des grimpeurs au début. Ils sont venus pour l'escalade dans les montagnes. Seslem m'a dit qu'il a vu autrefois revenir d'anciens militaires, d'avant 1962. Là, c'est la nostalgie de leur jeunesse et les souvenirs qu'ils étaient venus retrouver. Parce qu'ils en ont bavé à l'époque, c'est sûr. Le désert ne s'était pas encore installé comme terrain de jeu. Il y avait des risques. Les ennemis, c'était l'immensité, le soleil, les puits ensablés, l'isolement, le mauvais renseignement sur la piste. C'était en plus le farouche Kel Imgar, rompu au combat, habitué aux razzias, qui connaissait les plans pour droguer, facile de tuer après. Comme la colonne Flatters en 1881, les Touaregs avaient mis du fadélé dans l'eau du puits. Alors le fadélé, c'est... C'est la jusquiame, donc c'est une plante qui contient des alcaloïdes puissants. Et puis la suite, on la connaît. Moi, je sais tout ça grâce à Seslem. Il m'a raconté beaucoup de choses de son pays. Il y a même eu une époque où des savants sont venus de France, d'Allemagne, d'Italie pour étudier les rochers et le sable, pour étudier le cours des ouèdes, les roussumates, les plantes, les pollens qu'on trouve emmagasinés dans le sol, etc. Parce qu'il y a bien longtemps, le désert était comme la savane, avec des grands animaux, éléphants, rhinocéros, girafes. Il y en a encore dans mon pays, le Niger. Parmi eux, bien sûr, l'un peut-être plus célèbre que les autres, Théodore Monod, qui était un grand voyageur saharien et qui a d'ailleurs, à la fin de sa vie, il avait presque une obsession, c'était de retrouver une plante dont il avait découvert à l'illimité en Libye, je crois. Une météorite. La météorite, c'est avant ça. Après, il y a l'histoire de la plante. Et après, C'est au Tchad. C'était au Tchad. Je crois que c'était une C'était au Tchad. Au Tchad, voilà, aux confins de la frontière libyenne et tchadienne. Alors justement, si on fait un peu de géographie. Alors le Roussoumane dont on parlait, enfin, dans le texte, voilà, c'est le nom qu'emploient les Touaregs sur place pour désigner toutes les peintures et gravures. C'est tout confondu. Et Roussoumane veut dire les rouges. Pour eux, c'est les rouges. Ils n'ont pas trop de considération pour les gens qui ont fait ça parce que ils ne réalisent pas qu'en fait ce sont leurs ancêtres, comme ce sont nos ancêtres. Donc eux, ils descendent de la reine, d'une reine qui vient du Maroc, ils sont un peu supérieurs à tout ça. Voilà. Alors justement, on voulait peut-être faire quand même un tout petit peu de géographie et définir le Sahara, parce qu'on en a une vision un peu générale. Quels pays le Sahara couvre quel pays? Alors, ça couvre, disons, à partir de l'ouest, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Et le Niger au milieu. Évidemment. Donc, si on donne des dimensions, c'est quoi, 5-6 000 km de large sur 3 4 000 km de hauteur à peu près, hein, c'est ça. Ça donne quand même un peu la taille. C'est immense.
Et alors les Touaregs, parce que le territoire des Touaregs, c'est pas l'ensemble du Sahara. Non, c'est pas l'ensemble du Sahara. Non, les Touaregs sont en Algérie, ils sont en Libye, ils sont au Niger, ils sont au Mali et ils sont en Guinée-Bissau. Voilà. Ouais, c'est très dispersé. Hein. Très dispersé. Par rapport à Voilà. la taille du Alors Sahara. voilà, les Touaregs, qui sont les Touaregs en fait? Donc ce sont des gens qui se définissent eux comme des Calinois, donc les gens libres. Ils ont une culture commune en fait, ils ont une langue commune, enfin une langue commune. La base de la langue est commune, c'est une langue chamito-sémitique, une langue berbère, qui peut être assez différente d'Algérie en Niger par exemple. Moi je me souviens que j'avais commencé à prendre des cours de Damak à l'Institut aux langues orientales. Mon prof était nigérien. Et quand j'arrivais dans le Hogar en Algérie, que je sortais mes petits mots, alors ils se fichaient de moi, les Touaregs, parce qu'ils sont très moqueurs. Hein. Mais qu'est-ce que tu nous ramènes là? Qu'est-ce que c'est ces mots-là? On comprend mieux quand tu parles français. Bon, enfin, voilà. Donc la base de la langue, la syntaxe, l'organisation est la même, mais le vocabulaire peut être assez différent. Bon, la culture de l'élevage, la culture des razzias, enfin toutes ces choses qu'on connaît nous par la littérature. Siècle dernier. Les razzias, juste pour préciser, c'est alors, des les attaques razzias, furtives. ce sont des attaques, alors furtives dans la mesure où on va attaquer un campement adverse seulement s'il y a des hommes, s'il y a femmes et enfants, on n'attaque pas, parce qu'il y a tout un code d'honneur quand même. Ce sont des attaques, on va saisir des chameaux, surtout des chamelles, mais on n'y va pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Donc on attaque un campement quand il y a des hommes pour se battre, ou alors quand les chameaux sont là-bas au pâturage, mais qu'il n'y a pas de femmes et d'enfants. Le campement avec femmes et enfants, ça on ne touche pas. Donc le code d'honneur, par exemple, une tribu vassale s'est mise sous la protection d'un grand chef Touareg. Malgré ça, les hommes de ce chef Touareg est allé attaquer ce campement-là, il a rasé des chamelles. Eh bien, le grand chef dira oui, mais bon, il s'était mis sous ma protection, donc je leur rends un tiers du butin. Donc il y avait tout un code qui était assez étonnant pour nous. Enfin, c'est quand même une organisation un peu féodale, hein, certes, mais assez étonnante pour nous, et qui répondait quand même à des traits de caractère communs à tous ces gens. Donc langue commune, façon de fonctionner commune, élevage, alors donc les ressources étaient razzia, élevage du chameau mais aussi du petit bétail. Chameau, c'est l'homme qui s'occupe des chameaux, petit bétail, chèvres et moutons, ce sont les femmes. Et le lait? Alors le lait des chamelles, on l'offre aux visiteurs. Le lait de chamelle ne caille pas naturellement, donc on ne peut pas en faire de fromage, on le boit. Bon, maintenant on a trouvé des molécules, des enzymes qui permettent de le faire, mais à l'époque non. Et on fait des fromages avec le lait de chèvre et de chèvre. La religion. Alors la religion, ils étaient polythéistes, ils étaient animistes à l'époque. Oui, animistes. Et puis quand l'islam est arrivé, par le commerce principalement, très doucement, l'islam s'est installé. Mais je dois dire que même à l'époque où nous on faisait le voyage, c'était un islam très léger. Ah oui. On avait à la fois Allah, etc. Certains étaient très religieux, faisaient les 5 prières par jour, etc. D'autres pas du tout. Et la plupart c'était pas du tout. Ah oui. Et puis les chameaux, les petits-enfants, ils avaient quand même les amulettes autour du cou. Ça Il y avait un peu de Coran animiste, écrit là, mais ouais. bon, voilà. Oui, c'était assez léger, l'islam. Voilà. Alors ça a un petit peu changé. Évidemment, l'influence du Nord s'exerçant, parce que c'est vrai qu'en Algérie, par exemple, c'est le pays que je connais quand même un peu mieux avec la Libye, des gens du Nord sont venus s'installer à Tamanrasset ou à Djenner, et puis ils apportent avec eux cette, je ne veux pas dire radicalisation, mais enfin, c'est quand même un peu la tendance générale actuellement. La tendance générale, c'est quand même à ce que, bon, on accorde plus de place à cette religion. Ouais. Et les Touaregs restent quand même, ils ne naviguent pas sur l'ensemble du territoire Touareg. C'est-à-dire que les Touaregs du sud algérien restent globalement plutôt dans le sud algérien, ceux du Niger restent globalement plutôt au Niger. D'ailleurs, le directeur d'Hommes et Montagnes parlait de leur passage, du passage des touristes dans certains territoires en disant que ça pouvait poser problème. Alors c'est vrai que ces Touaregs dont je vous parle,
avait un territoire, bon, c'était une confédération, les Touaregs étaient organisés en confédération sous la responsabilité d'une espèce de roi, enfin, qui s'appelait la Ménocale. Et donc chaque tribu, donc il y avait des tribus nobles, des tribus vassales, et puis des tribus, bon, les Sakamaraïs, qui étaient des gens du petit bétail, des gens des chèvres, les Kalmouis, bon, c'était des gens un peu... Et donc, c'est vrai qu'une caravane ne pouvait passer sur le territoire d'autres nobles qu'avec l'assentiment du chef. Chacun avait son territoire. Et c'est vrai que nous, dans le tourisme, parfois, on a été confrontés à ça. On voulait, par exemple, faire une grande caravane de Taman Rasset à Djanet. Ça posait problème parce que les Djanetis disaient oui, mais du temps de la bataille de Tit, alors c'est en 1902, je crois, c'était pas possible, donc ça nous embête que vous arriviez là, historiquement, c'est pas possible. Et là, apparemment, on la remet aussi, puisque Sylvain disait, mais bon, parfois, arriver dans un territoire, voilà, il faut demander certains accords. Il fallait demander certains accords. Les choses sont de moins en moins vraies, puisqu'il y a de moins en moins de nomades, que évidemment, les États-nations veulent absolument sédentariser les gens pour les contrôler. Donc, beaucoup de gens en Algérie, par exemple, ont été fixés dans le Hogar. On leur a offert des ponts pour qu'ils puissent faire du jardinage. On leur a bâti des maisons en dur et ils sont plus ou moins, effectivement, sédentarisés. Kadhafi a même eu un programme de sédentarisation presque forcé, lui. Oui, bien sûr. Bah oui, Kadhafi, c'était pas non plus quelqu'un d'assez... Pas dans son cœur. Voilà. Donc il a carrément sur certaines zones de l'aire du Bari par exemple, il y a dans l'aire du Bari qui est très riche en eau, enfin dans le sous-sol, il y a quand même des lacs. C'est très étonnant de voir ces magnifiques lacs au milieu de grandes dunes de sable. Et les gens vivaient là-bas. Et puis sous prétexte qu'il fallait qu'ils soient dans un confort plus grand, qu'ils aient l'eau courante, etc. Hop, on les a virés, on les a mis dans un village à côté en dur où ils pouvaient être chaud l'été, mais ils avaient de l'eau effectivement robinet. Voilà. Donc ça a été fait là, ça a été fait à Ghadamès aussi. Ghadamès est une magnifique cité, Médina saharienne, c'est-à-dire qu'on a des maisons avec des rues qui sont couvertes et puis des puits de lumière de temps en temps, les femmes qui circulent sur les terrasses, les hommes qui circulent en bas. Le premier étage, enfin le rez-de-chaussée de la maison, c'est plutôt les provisions, et puis la maison où on vit tous ensemble, et puis la terrasse où se trouve la cuisine et les femmes et les enfants qui circulent de terrasse en terrasse. Là aussi, tout le monde a été viré. Les gens reviennent en été, parce qu'en été, ils sont bien, ils sont frais. Dans leur maison en béton, c'est moins agréable. Mais bon, voilà, oui. C'est appelé à disparaître, quoi. Oui, c'est plutôt une ville-musée maintenant. Pour nous, c'est une ville-musée. Rate aussi, un petit peu. Enfin, il y a une ville de Rate, c'est génial. C'est magnifique, Rate aussi, oui, c'est super. Alors, on parlait vocabulaire tout à l'heure, je lis juste un petit extrait du livre. C'est drôle les langues des autres. Il y a des mots qui ont de bizarres consonances. En tamashek, donc la langue des Touaregs, certains mots font rire des Français. Par exemple, téclé, qui veut dire on y va. Quand on leur dit téclé, les randonneurs rigolent et ils disent oui, elles sont dans ma poche. Pas de souci, on peut y aller. Ou tanemert, on prononce le T, tanemert, qui veut dire merci. Pas le petit merci de chez vous qu'on dit à tout bout de champ. Ce merci-là, on le dit pour les choses vraiment sérieuses. Autrement, on ne dit rien, parce que chez nous, on considère que c'est normal d'échanger des services. Tanemert, ça les fait rire parce que ça les fait penser à autre chose, oui. Comme sa mère, ça veut dire il fait froid. Quand les matins d'hiver, on leur dit sa mère, ils répondent toujours, les touristes répondent, ah bah pour merder, oui, ça merde, oui. Seslem m'a raconté qu'un jour, il y avait eu une famille américaine de 4 personnes, le père, la mère et leurs 2 grands-enfants, partis pour 6 jours. Les chameaux de sel ont été surpris du poids au départ, parce que tous les 4 étaient plutôt corpulents, voire obèses. Ils ont fait leur tour de 6 jours, et quand ils sont rentrés, Seslem a demandé au guide comment s'était passé le voyage. Ben, il dit bien, mais les gens n'étaient pas très gentils avec nous. On a l'impression qu'ils nous faisaient la tête. Ah bon, mais pourquoi? Je ne sais pas du tout. On a tout fait comme il faut. On a été très polis, prévenants et tout. Mais ça ne s'est pas bien passé entre nous. Intrigué, Seslem est allé voir les touristes pour leur poser la même question. Le voyage s'est bien passé, mais les gens de l'équipe n'étaient pas très gentils avec nous. Ah bon, et pourquoi? On ne sait pas du tout. Nous, on a été polis. On a essayé d'être gentils, mais vraiment rien à faire. Comment ça, rien à faire?
chaque soir, quand on partait se coucher, ils en profitaient pour nous lancer une méchanceté. Et ça a duré comme ça du premier au dernier jour. Une méchanceté. Oui, chaque soir, tout son cœur, il me disait « You are too fat !» En anglais, vous êtes trop gros. En réalité, les Touaregs leur disaient « Are too fat !» qui veut dire « à demain ». On le dit le soir, quand les gens vont se coucher, c'est comme « bonne nuit » en français, « Are too fat ». Il paraît qu'un écrivain français a dit que le langage est source de malentendus. Un écrivain qui pilote et qui a beaucoup aimé les cerveilles. Et c'est vrai que toutes ces anecdotes tirées ont été tirées de voyages, parce que elles sont vraies. Tout ce que je raconte là sont des choses qu'on a vécues sur place. Alors on parlait d'un voyage culturel. Moi je sais que chaque fois que j'ai eu l'occasion de voyager au Sahara, j'ai passé longtemps à discuter avec les Touaregs. C'est vrai que les Touaregs du Niger, les Touaregs d'Algérie parlent très bien français, souvent. Ah, oui. Et ils ont énormément, et alors ce qui prend beaucoup de place chez eux, c'est les légendes. Et ils peuvent passer des heures de marche à raconter des légendes absolument incroyables. Et ça fait partie aussi du voyage, c'est-à-dire cette immersion dans une culture très riche. Et avec cette... Parce que là, ce que ça traduit, l'histoire des petits mots, c'est rigolo, mais ça traduit aussi une grande complicité. C'est-à-dire que souvent, je trouvais qu'il y avait partageait une forme d'humour, un peu autour de la dérision. Ah oui, les Touaregs sont extrêmement moqueurs. Hein. Ouais. C'est tout ce qu'ils peuvent te saisir comme occasion pour se moquer de nous, ils les saisissent, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais tout ça, bon enfant, c'est jamais méchant, c'est jamais... Alors les contes, oui, il y a énormément de contes, j'en ai cité un ici dans ce livre, mais c'est vrai qu'on a des dizaines et des dizaines, certaines qui ressemblent d'ailleurs un petit peu aux nôtres, enfin, qui ont des origines peut-être communes, ce serait intéressant pour quelqu'un qui fasse une étude là-dessus. Donc c'est vrai que quand on est guide, on est obligé, il vaut mieux, et c'est intéressant pour nous, de connaître les gens et leur mode de fonctionnement, parce qu'effectivement, non seulement on a cette complicité, mais en plus on monte un petit peu d'un cran dans leur estime, ça ne fait pas de mal de toute façon. Et puis donc les contes, on a à apprendre aussi comment, les animaux, les chameaux, il y a des tas de choses à apprendre sur les chameaux, ils sont fascinants les chameaux. Alors c'est vrai qu'a priori quand on les regarde comme ça, ou qu'on en a un côté qui sont assez mauvais, on se dit oh, les chameaux. Et en fait c'est des animaux absolument étonnants. D'abord leur adaptation au climat. Et puis là, on a un ami qui a, j'en parle dans l'île, il a un troupeau de 600 chameaux actuellement, parce que l'élevage en Algérie du Sud est en train d'être relancé par des gens qui trouvent que c'est vraiment dommage de laisser ce fond de culture touareg disparaître. Et puis, élever des chameaux, et plutôt des chamelles d'ailleurs, c'est aussi récolter du lait, et le lait, ça peut se vendre. Et le lait se vend très bien auprès des gens du Nord qui estiment que le lait de chamelle, c'est vraiment un produit miracle qui soigne tout, qui est merveilleux. Donc il a 600 chameaux imaginez-vous, 600 chameaux comme ça, sur un territoire qui est grand comme la France, ou plus grand, qui se déplace au gré des pluies. Donc lui, il a son téléphone, il demande à ses amis ici et là, est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il y a du pâturage, et hop, transhumance, et on fait partir les chameaux là-bas, quoi. Et quand il n'y avait pas le téléphone, comment est-ce qu'il faisait? Il y avait pas d'élevage à l'époque. Ah, c'est ça. Voilà. Donc les chameaux sont en liberté, hein. Les chamelles sont en liberté. Ah bon? Mais il n'y a pas de clôture aussi. Donc il a sur les 600 chameaux, vous n'arriverez jamais à trouver combien ils ont de femelles, de mâles et de petits. Donc, femelles et petits, c'est à peu près le même nombre. Est-ce que vous avez une idée du nombre de mâles? 4 ou 5. C'est ça. Vous avez eu le nombre? J'ai lu le bouquin. Vous avez bien fait. Je me fais aussi. Qu'est-ce qu'il dit? 4 ou 5. Ah oui. C'est tout. Ils sont très occupés. Ils sont très occupés, d'autant que l'accouplement dure 20 minutes. Et, 20 minutes? 20 minutes. Mon tremblage, je l'ai vérifié. Un jour, j'avais pas grand-chose à faire. Et donc, quand on les transporte, quand il faut les faire changer de place, donc les 4 ou 5 chameaux sont comme ça de part et d'autre du troupeau de femelles et de petits. Et donc le soir, ils réorganisent leur harem. Hein. Il faut absolument retrouver le nombre de femelles. C'est pas toujours les mêmes, mais bon, ça les occupe beaucoup dans l'Oued aussi.
Pourquoi est-ce que je vous parlais de l'élevage? J'ai oublié. Est-ce que l'un de vous suivait? Comment les Et donc- chèvres retrouvent leurs petits? Comment les petits retrouvent leur mère? Ah voilà. Parce que alors ça, la c'est nuit, très ils les simple. attachent d'une certaine manière. Non, la nuit, ils attachent les femelles. Ils font un trou dans le sable. C'est les petits qui attachent. Les petits, ils les attachent voilà, dans la c'est ça. journée. Ou parfois le soir aussi. Voilà, ils les attachent dans la... Parce que monsieur a passé beaucoup plus de temps avec le troupeau que moi. Donc, voilà. Donc les chamelles, il faut qu'elles aillent manger. Donc on les lâche dans la journée. Mais les petits, pour que les chamelles reviennent, ils restent dans le campement des bergers. Donc ils font un trou dans le sable, ils fixent une pierre au fond, ils recouvrent le sable, tout ça assez profondément, et tous les jours il faut refaire le trou, de façon à ce que le petit reste sur place. Donc la mère revient, on l'amène à son petit, enfin elle arrive à le retrouver tout seul, et les chameliers en profitent pour la traire, donc ils laissent une part au chameau et ils prélèvent une autre part du... Voilà. Alors ce renouveau de l'élevage du chameau, c'est bien pour les Touaregs parce que ça leur permet d'avoir une autre activité que celle que le tourisme qu'ils ont perdu en fait. Ah oui. Donc c'est plutôt bien. Et puis ça, notre ami qui a ses 600 chameaux, il est obligé d'engager des bergers maliens ou nigériens parce qu'en Algérie, plus personne ne sait faire affaire avec les chameaux, ne sait les élever. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai retrouvé, les chameaux sont formidables, ils ont un GPS dans la tête, vous savez déjà. C'est-à-dire que parfois, quand vraiment il n'y a pas de pâturage, qu'on est en transhumance, mais qu'il n'y a pas de pâturage, il faut quand même de l'eau. Parce que le chameau, on dit le chameau ne boit pas, mais le chameau boit quand même, il a besoin d'eau. Ça dépend de la saison, ça dépend du travail qu'il fait, s'il est inactif ou s'il travaille, s'il y a de l'eau dans les plantes ou non. Bref, parfois, notre ami est obligé de faire venir un camion-citerne. Alors ce camion-citerne, il ne le met pas n'importe où. Il le met dans un endroit où il peut y avoir de l'eau. Parce que le chameau, lui, il a enregistré. Cet endroit-là, il y a de l'eau. Donc il reviendra. Parce qu'il n'y aura pas le camion-citerne. Donc voilà. Et les chameaux, il s'est rendu compte que les chameaux, quand ils étaient passés donc, à un endroit, cherchaient où il y avait de l'eau, ils cherchaient cet endroit où il y avait de l'eau. Donc ils ont une espèce d'ordinateur de bord qui est extrêmement efficace. Alors là, on est déjà passé dans la partie post-touristique, mais comment tu peux nous raconter comment s'est arrêté le tourisme? À partir de quand? Et Ça s'est arrêté... Hervé peut intervenir aussi d'ailleurs. Oui, Hervé a créé et s'occupé longtemps d'une agence qui s'appelle Désert, qui était l'agence de référence, avec Hommes et Montagnes, d'ailleurs c'était les deux agences spécialistes du voyage au Sahara. Qui n'existe plus comme le tourisme. On connaît très bien Jean-Louis Verdosa. Et alors, ça s'est arrêté quand? Disons, il y a eu deux périodes Ouais, ça d'arrêt. s'est arrêté 2 fois. Il y a eu deux périodes d'arrêt. Il y a eu une première période d'arrêt au début des années, fin des années 93, vers 93, 80, dans les années 90. Et ça, à ce moment-là, il y a toujours eu un petit flux de tourisme jusqu'aux années 2002, 2003, 2004 où ça a recommencé. Et ça n'a jamais recommencé en 2004-2005 comme dans les années 60-80, qui a été le moment le plus important. Dans les années 80, il y avait jusqu'à 2-3 avions directs sur le sud algérien. Il y avait un départ de Paris, un départ de Marseille, il y avait aussi des avions, et de Lyon, il y avait des flux très importants. Ça n'a jamais retrouvé cette importance-là. Et puis ça a diminué progressivement en fonction des attentats, des quelques égorgements. C'est vrai que ça calme un petit peu les motivations des uns et des autres. Oui, on a eu des... La révolution algérienne, c'était quand même plutôt... Ah non, C'était plutôt, ouais. C'était plutôt... 99, ouais, Ah, la c'est guerre vrai. civile. Ouais, mais La 99, guerre civile algérienne, oui, 93, c'était la la fin, décennie ouais. noire. Oui, la première fois décennie noire, qu'ils c'est vrai que ça a une influence. arrêté même les agences, tous les touristes devaient passer par une agence algérienne. Les agences françaises ne pouvaient plus aller pendant une certaine période, pendant une dizaine d'années, Oui. n'ont plus pu emmener des méharets ou quoi que ce soit. Ça, c'était de 93 à 2003. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. bah, nous, 2000. Mais c'est parce qu'il n'y avait de toute façon pas du tout de tourisme. C'est pas l'obligation de passer par les agences algériennes. Personne n'avait Sahara à ce moment-là. Voilà. Mais c'est vraiment, le Taman Rasset, on avait fait la Tête Magazine, on avait fait en 2001
un numéro spécial en Algérie. C'était vraiment le moment où ça se réouvrait assez Oui, largement oui, à partir de 2001. Mais ce qui est intéressant, c'est toi, donc, on va dire 2009, là, le film qu'on a vu c'était 2009, c'est plus ou moins au moment où il y a eu ce fameux enlèvement d'Autrichiens et d'Allemands, une cinquantaine de personnes enlevées, qui voyageaient en 4x4, sans guide Touareg. Oui, mais on sait depuis que fort probablement c'est un coup monté les services secrets algériens, parce que c'était trop téléguidé et de toute évidence, ça s'est tellement bien passé que c'était plutôt organisé par les services secrets algériens. On n'a jamais su, jusqu'à très récemment, quelle était la part de manipulation, la part de vrai terrorisme, et puis quelle était la mainmise des services secrets algériens. Ce n'est que depuis qu'il y a eu l'attentat de In Amenas, où les services, où les intérêts vitaux de l'État algérien ont été mis en cause, que l'État algérien a commencé à ne plus soutenir ou ne plus noyauter le terrorisme. Et ça, c'est Yann. Alors, un dernier extrait qui nous ramène à Abdou et aux raisons, en fait, les circonstances de l'exode, puisque une partie du livre parle de l'exode. Depuis que le Sahara du Sud s'assèche de plus en plus, depuis que le Sahel est jaune et que les herbivores ont augmenté en nombre, la terre du Niger et du Mali a du mal à nourrir les hommes, qui se sont multipliés aussi. Alors l'exode a commencé. Depuis les années 72-75, les jeunes ont cherché à partir dans les pays plus riches, comme l'Algérie ou la Libye, pour essayer de survivre. Là, on est au Niger, pour essayer de survivre, de trouver du travail, n'importe quoi, pour, si possible, envoyer un peu d'argent à la famille. Ceux qui restent au pays sont des vieillards, des femmes ou des enfants trop jeunes. À partir de 15-16 ans, ils sont candidats. Il faut juste que la famille paye la traversée. Des propriétaires de 4x4 ont très vite compris qu'il y avait de l'argent à gagner, pas mal d'argent, seulement pour parcourir le désert d'un point à un autre, à toute vitesse, sans ménager les passagers et sans les nourrir, en évitant les villes, les villages, les frontières. De toute façon, les frontières ne veulent rien dire pour nous. Des lignes sur des cartes qu'on ne sait même pas déchiffrer. Dans notre réalité, ce sont les peuples et les tribus qui font les territoires. Et le territoire, c'est comme la mer. Il faut faire escale quelque part. Ailleurs, il n'y a rien. Rien, c'est le vide, le ténéré. Les convois se font de préférence avec des voitures 4x4 à plateau, les mêmes que pour le bétail. Parce que alors on peut mettre 20 à 30 personnes et même beaucoup plus, le long des planches qui font office de banquettes latérales et au sol. Au moment de partir, tout le monde se met en ligne, debout. Quand le conducteur frappe dans ses mains, tout le monde s'assied en même temps, sinon il ne peut pas tenir. Chaque passager porte sur ses genoux un paquetage léger. On n'a rien à emporter de toute façon, juste un vieux sac avec quelques affaires, un petit bidon d'eau et des boîtes de sardines. On part de nuit, à plusieurs voitures en général. Les voitures sont équipées en gros phares latéral. C'est pour ça qu'on les repère. Le jour, les conducteurs dorment un peu et nous, on essaie de se reposer, de reposer nos articulations meurtries. Et c'est toute la nuit qu'on aborde les puits, c'est toujours la nuit. Ce genre d'activité s'appelle le transport des olives. Pour la Libye, par exemple, on est débarqué en Algérie, au pied de l'ère d'Admer. On nous dit, la Libye, c'est par là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut passer les plateaux des Algères. Là-haut, il y a de l'eau. Puis, direct, vous êtes arrivé. Ça fait une distance d'environ 170 km à faire à vol d'oiseau. Et comme on n'est pas des oiseaux, ça fait bien plus. Avec le plateau à 1700 mètres d'altitude à monter d'un côté et à redescendre de l'autre. Ça permet d'aborder un point important, c'est cette notion de frontière et de zone de non-droit. On définit souvent le Sahara comme une zone de non-droit, une zone de tous les trafics, trafic de matériel, aujourd'hui de cigarettes, aussi bien que de drogue, bien évidemment, et puis les trafics humains. Alors, je ne vais pas dévoiler, parce que sinon ça ne sert à rien d'acheter le livre. Je ne le dévoilerai pas, mais cet aspect, cette dimension trafic humain est importante dans le récit. D'ailleurs, le Niger a pris récemment a fait signer, je ne sais pas ici, mais bon, a fait signer une loi, édicté une loi l'année dernière à propos de la traite humaine. Et un avenant a été apporté à la loi ce printemps, avril-mai 2015, qui parle spécifiquement du trafic des migrants. C'est gentil, c'est bien de la part du Niger. Le problème, c'est que le Niger n'a pas trop les moyens de contrôler ses frontières. Et les frontières sont poreuses, elle n'a pas de personnel, l'armée n'est pas vraiment présente, bon, c'est un peu... Voilà. Et le Niger dit que l'année dernière, elle a sauvé 5100 migrants
pas, les chiffres sont donnés par les autorités nigériennes, donc c'est vrai, c'est possible. C'est possible parce qu'on sait à peu près quel est le nombre de gens qui meurent en traversant la Méditerranée. Pourquoi on le sait? Parce qu'ils arrivent aux portes de chez nous, hein, sinon on s'en ficherait complètement. C'est cynique, mais on est cynique. Hein. Mais ceux qui sont arrivés au bord de la Méditerranée, ils ont déjà traversé tout le désert, et une grande partie d'entre eux sont morts. Parce que traverser le désert, c'est au moins aussi dangereux que traverser la Méditerranée. Au moins aussi dangereux. Et les passeurs sont aussi ignobles d'un côté. Les passeurs sont tout aussi ignobles, absolument. Oui. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens se font racketter, les gens se font abuser, bien sûr. Et 30% des migrants qui arrivent en Méditerranée, sur les migrants qui arrivent qui veulent passer la Méditerranée, entrer en Europe, 30% sont des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Bon, cela dit, qui rentrent en Europe, il n'y a pas tant de gens que on est dans une espèce de grande peur commune. Là, on se fait envahir par les migrants, c'est terrible. Oui, c'est terrible. L'Italie dit qu'elle a sauvé 1 500 000 personnes du naufrage, la Grèce. Mais en réalité, on n'a pas tellement de gens, de migrants, des ressortissants venant d'autres pays que l'Europe. En Europe, c'est seulement 4%. 4%. Aux États-Unis, c'est 13%. Au Canada, c'est 21%. Donc on est vraiment loin des chiffres que certains partis politiques nous font croire, et nous font croire que ça va être la catastrophe internationale. Non, ce n'est pas la catastrophe internationale. D'autre part, j'ai lu récemment un article de Pierre-Antoine Delhomme dans Le Point, qui dit que, en fait, bon, Le Point, d'accord, vous êtes plus ou moins d'accord avec cette tendance, mais bon, voilà, j'ai d'autres, j'ai l'idée, j'ai Le Monde, etc. Je suis très critique dans mes choix de lecture. Que l'Union européenne enregistre chaque année 5 millions de décès dus au vieillissement. On a 5 millions de naissances. Donc ça ne se renouvelle pas tellement, la population. Et ces migrants-là, qui représentent 1,3 million de personnes, ce sont ces migrants qui vont nous apporter la force de travail et qui vont rajeunir la population. Donc, à mon avis, on n'a pas à avoir trop peur. Les migrants, eux, ils ont à avoir peur, parce que vous avez vu ce qui se passe à Calais. Enfin, nous on va rester au niveau du Sahara. C'est difficile de ne pas glisser vers la politique quand on parle du Sahara. Voilà, mais on va quand même l'éviter. Hein, parce que... Et donc ces pauvres gens qui viennent de toute l'Afrique subsaharienne, pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays? Pourquoi est-ce qu'ils quittent leur pays? Parce qu'ils crèvent de faim, parce qu'il y a des pays en état de guerre, l'Érythrée, le Soudan, parce que c'est peut-être vivre, espérer vivre ou mourir chez soi. Exactement. Donc ils préfèrent prendre le risque. Et le risque, il est énorme. Voilà. Pour parler de la situation actuelle au Sahara, et c'est une dernière partie de l'entretien, la situation actuelle, si vous l'essayez, bon, l'exercice est difficile, hein, j'imagine, mais de faire une synthèse de cette situation. On en est où aujourd'hui au Sahara? C'est quoi les forces en présence? C'est difficile, c'est une vraie pagaille, alors pour faire une synthèse d'une pagaille, c'est difficile. C'est difficile, oui, c'est difficile. Bon, le Quai d'Orsay nous dit quand même que toute cette zone est en rouge encore. À ceci près que, en Algérie, par exemple, le gouvernement a quand même réalisé que sa frontière sud était complètement poreuse. Donc, ils ont déployé 10 000 militaires rien qu'à Djanet. Rien qu'à Djanet. Ils sont en train de... Enfin, il y a des casernes qui ont été construites. Ils font une route goudronnée entre Tamanrasset et Djanet. Donc là, il y a une prise de conscience. Bon, on sait aussi par nos amis qui en étaient en lien constamment que les Allemands n'ont jamais renoncé à aller se balader dans la Tadra. Donc c'est une zone géographique saharienne qui est au-dessus de Djanet. Parce que la Tadra a toujours été bien gardée. Maintenant que c'est 10 000 militaires, je pense qu'on peut y aller. Je pense que les Allemands ont des assurances que nous n'avons pas. Parce que nous, nos assurances ne nous couvrent pas si on va là-bas. Voilà. Bon, en Libye,
Libye, bah, c'est le chaos. On ne sait même pas si la Libye va être. S'il y aura une partition, s'il y aura une Libye du Nord, une Libye du Sud, donc on ne peut pas y aller, ça c'est évident. L'Algérie, je vous dis, il y a un espoir, la Tadra, ou le Hogar. Le Hogar, c'est une citadelle rocheuse naturelle, donc là, nos amis qui sont fiables, nos amis, c'est pas comme les amis d'Hervé Bourdel, on peut y aller. Dans le Hogar, on peut y aller. Il faut obtenir un visa, mais on peut y aller. Le Niger, je crois qu'on ne peut pas y aller du tout. Moi, je n'irai pas en tout cas. Le Mali non plus. Donc voilà ce qui reste.